Tous, bienvenue pour ce nouveau déjeuner à distance. J'espère que ça ne durera pas éternellement. Donc, une formule un peu originale aujourd'hui sur le thème gouvernance agile, voilà, comment concilier ces bons termes. Un sujet sur lequel la commission gouvernance a pas mal travaillé. Et donc, c'est cette commission qui animera ce petit déjeuner. Personne de Vacher, de l'IFA, pardon, oh là là, qu'est-ce que je fais comme bêtise. Donc, présidente de l'IFA, avec lequel nous avons bâti cette intervention, et puis Laurent Lécole, qui est coprésident de la commission gouvernance. Deux témoins exceptionnels commenteront voilà, les interventions. Marie Voniance, Dose Immunotherapix, et Denis Mort, d'Europecar, que tout le monde connaît bien. Donc, ils apporteront leurs réflexions. Comme d'habitude, pensez à couper vos micros, éventuellement à fermer vos caméras si vous avez des problèmes de bande passante. Pour ceux qui le souhaitent, donc normalement ce petit déjeuner dure à peu près une heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous pourrez poser vos questions par le chat, on essaiera d'y répondre au mieux. Si pour certains d'entre vous, vous avez le temps de prolonger de quelques minutes, on essaiera en plus petit comité de répondre à des questions auxquelles on aurait pu voilà, totalement apporter de commentaires. Donc merci de votre présence et bien évidemment, tradition oblige, je vais laisser la parole à Siba Kabesh qui va nous commenter les enquêtes de conjoncture qu'hier et dont beaucoup n'ont peut-être pas eu le temps de regarder de près. Donc nous aurons les commentaires en primeur. Voilà. Bonjour, merci à tous et bonne séance. Asiba? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, écoutez, je suis ravie d'être avec vous pour vous faire une synthèse courte, comme d'habitude, de la conjoncture, de notre enquête de conjoncture. Vous en avez la primeur, elle a été publiée hier. Donc, je vais vous en donner une synthèse rapide. Juste vous rappeler que notre enquête a été réalisée entre le 26 mars et le 6 avril. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité des entreprises que nous avons interrogées, donc près de 600, ont répondu après les annonces du président Macron. Donc, ils ont intégré effectivement dans leurs prévisions les éléments et les conséquences de ce troisième confinement. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, en résumé, qu'est-ce qui s'est passé sur le mois de mars? Dans l'ensemble des secteurs, l'activité a continué à progresser. Je m'arrête, excusez-moi, il y a de l'écho. Je crois que tous les micros ne sont pas fermés et donc je m'entends parler. Si vous pouviez, s'il vous plaît, ce serait vraiment très appréciable. Merci beaucoup. Donc, et ça va beaucoup mieux. Merci. Donc, on a dans la slide qui est projetée, dans l'industrie, la production a continué à progresser. Et ça, contrairement à ce que nous ont dit les chefs d'entreprise dans leurs prévisions tout début du mois de mars, ils s'attendaient à une stabilité. Et comme vous pouvez le voir dans le graphique de droite, l'activité a progressé. L'avant-dernier petit bâtonnet est même un peu plus élevé. La progression est plus forte qu'au mois de février. Et on est dans la même tendance qu'au niveau national. Et ça, c'est une bonne chose. Et tous les secteurs ont continué à progresser, à l'exception de celui des matériels de transport. C'est plutôt lié au secteur de l'automobile, mais sinon, tous les secteurs ont continué à progresser. Et ce que je peux vous dire, c'est que même le niveau d'activité, il a gagné 1 point, puisqu'on demande aux chefs d'entreprise tous les mois à quel niveau d'activité il se situe par rapport à un niveau jugé normal. Et au mois de mars, on est passé à 92% après être resté plusieurs mois à 91%. Donc, on note une accélération et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, qu'est-ce que nous disent les chefs d'entreprise pour le mois d'avril? Bon, dans le contexte sanitaire que nous connaissons et ce troisième confinement, dans un contexte où les chefs d'entreprise ont de plus en plus de difficultés dans certains secteurs à s'approvisionner dans certains matériaux, certains composants, des chaînes de production ont pu être mises à l'arrêt pour être mises à l'arrêt. Les chefs d'entreprise sont plutôt prudents et comme vous pouvez le voir,
c'est la quasi-stabilité de l'activité au mois d'avril, mais on est quand même dans une stabilité et pas dans une baisse d'activité, comme vous pouvez le voir. C'est que nos entreprises dans la région sont maintenant plutôt résilientes, ont trouvé les modes d'organisation qui permettent de faire face à ces contraintes qui sont imposées par la situation sanitaire. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on observera et on verra le mois prochain, effectivement, si c'est une stabilité que nous observerons en avril. Mais voilà. La slide suivante vous montre le taux d'utilisation des capacités de production. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Pays de la Loire, les capacités de production ont grimpé, ont progressé de 2 points au mois de mars. Et c'est bien la tendance qu'on peut observer sur les productions. On est encore à presque 3 points de notre moyenne de long terme. Mais en France, comme vous pouvez le voir, au niveau national, la production, le taux d'utilisation de capacité de production a atteint la moyenne de long terme. C'est plutôt un bon signe et c'est plutôt encourageant. Donc, des capacités de production qui sont mieux sollicitées, plus sollicitées. Mais pour les Pays de la Loire, on est encore un peu en deçà de notre moyenne de long terme, mais avec une nette progression et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde du côté des carnets de commandes, et ça reste là aussi une bonne nouvelle, puisque vous voyez, on a dans les Pays de la Loire un graphique en pince de crabe. Les stocks de produits finis continuent à baisser, et alors que dans le même temps, les carnets de commandes se renforcent, se regarnissent, et comme nous disent la plupart des chefs d'entreprise, ils sont maintenant à un niveau jugé normal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos entreprises industrielles. Donc, plutôt une bonne chose et à suivre effectivement dans les prochains mois. Et c'est une tendance qu'on observe aussi au niveau national. Donc, on ne se démarque pas du niveau national dans les Pays de la Loire. Si on regarde du côté des services marchands, je vais relativement vite parce que, comme vous le savez, j'ai 5 minutes. Donc, dans les services marchands, on regarde aussi les Pays de la Loire. L'avant-dernier petit bâtonnet rose, il a progressé. Si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous avais dit, les chefs d'entreprise sont plutôt inquiets et ils anticipent plutôt une baisse. Si vous regardez la tendance, ça reste une tendance haussière. L'activité a continué à progresser. Elle a même été dynamique dans la plupart des secteurs, à l'exception du secteur de la réparation automobile, mais ça se comprend dans le contexte sanitaire que nous connaissons et des restrictions que nous connaissons. Et puis, bien évidemment, dans l'hôtellerie-restauration, qui reste soumis à de fortes restrictions d'activité et qui accuse une baisse d'activité, encore une fois. Donc, mais l'ensemble des secteurs d'activité en lien avec les entreprises voient leur activité progresser. Ceux qui sont plutôt en lien avec les particuliers, eux, connaissent davantage de difficultés. Et quand on regarde les niveaux d'activité, comme pour l'industrie, et c'est vraiment très intéressant, c'est qu'au mois de mars, le niveau d'activité s'est renforcé. On a gagné encore 1 point. On est à 98% d'un niveau jugé normal d'avant-crise, ce qui veut dire que les services marchands, qui représentent dans notre région plus de la moitié des effectifs et donc une dynamique importante, vont tirer la croissance de notre région. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite, le petit bâtonnet violet-mauve, le dernier sur le graphique, c'est plutôt que nos chefs d'entreprise, dans le contexte actuel, s'attendent à une légère baisse d'activité au mois d'avril. Donc ça, c'est la moins bonne nouvelle. Alors, si on regarde du côté du bâtiment, et je vais terminer avec le bâtiment et les travaux publics, si on regarde du côté du bâtiment, l'activité, elle reste bien orientée au premier trimestre, comme vous pouvez le voir, un peu moins bien dans le gros œuvre, puisque l'activité, elle croît un peu modérément dans le gros œuvre, et alors que dans le second œuvre, elle augmente très sensiblement. Les carnets de commandes se confortent, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ils sont même jugés satisfaisants. L'inquiétude, comme dans l'industrie, ça reste les coûts de production, les matières premières les coûts de matières premières qui augmentent, les matériaux qui augmentent, avec des difficultés à reporter sur les devis, même partiellement, ces surcoûts et ces coûts d'approvisionnement. Et ça, c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour le secteur. Donc, c'est vrai, il y a une grande attention qui est portée à ce sujet-là. Et puis, un sujet aussi d'attention dans ce secteur-là, c'est comme dans d'autres d'ailleurs dans l'industrie, où j'aurais pu vous en dire quelques mots, c'est les recrutements. On observe des tensions de recrutement dans le bâtiment, comme dans d'autres secteurs de l'industrie. Donc, c'est un signe de difficulté qui pourrait entraver cette reprise. Alors, comme vous pouvez le voir,
dans les Pays de la Loire, les chefs d'entreprise s'attendent à un deuxième trimestre encore très dynamique dans le bâtiment, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle devrait l'être un peu moins au niveau national, mais ça reste une tendance qui serait plutôt favorable et positive dans notre région au deuxième trimestre. Si on regarde du côté des TP, vous vous souvenez qu'au quatrième trimestre, on a observé vraiment une chute de l'activité, une forte chute d'ailleurs, vous pouvez le voir. Et ce qu'on observe au premier trimestre, c'est vraiment un rebond très marqué de l'activité des TP, avec des chefs d'entreprise qui nous annoncent que les carnets de commandes se regarnissent, même s'ils sont confrontés à la hausse des matières premières, hein, le bitume, le pétrole, les prix du pétrole a augmenté, donc le coût des bitumes augmente d'autant. Mais en même temps, des chefs d'entreprise un peu plus rassurés par cette tendance. Les carnets de commandes se regarnissent. Hein. Il y avait une crainte avec un trou d'air qu'on attendait du fait d'un ralentissement de prise de commande et des appels d'offres publics qui étaient en baisse. Mais comme vous pouvez le voir, la tendance pour le deuxième trimestre est plutôt bonne, puisque les chefs d'entreprise s'attendent à une poursuite de cette progression d'activité au deuxième trimestre. Donc, c'est plutôt encourageant. Et cette tendance-là, nous l'observons aussi au niveau national. Donc, des perspectives, comme je le dis, qui sont favorables pour les TP. Donc, pour résumer et pour terminer, des perspectives qui sont plutôt favorables dans le BTP, plus stables dans l'industrie et dans les services marchands, une légère décroissance où on observera peut-être une stabilité, on ne sait pas, mais plutôt une décroissance telle que c'est annoncé. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. J'ai essayé de tenir les 5 minutes, mais je crois que je les ai dépassées. Je m'en excuse pour nos intervenants de la table ronde suivante. Merci, Hasiba. Laurent, Cécile? Oui, bonjour à tous. Laurent Lécole, je vais laisser Cécile se présenter en premier. Donc, bonjour à tous, je suis Cécile Vacher, je suis administratrice indépendante et à ce titre présidente de l'IFA Grand Ouest depuis novembre, en remplacement d'Yves Couillard, que vous connaissiez peut-être, avec l'ambition d'animer et d'incarner la raison d'être de l'IFA sur notre territoire. Alors, comme vous ne l'avez probablement jamais lu, je me permets de vous la donner. Donc, c'est de promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de valeurs durables, en veillant au bien commun, portée par des administrateurs et administratrices engagés dans toute forme d'organisation. Voilà. Je vais porter ça avec enthousiasme, en tout cas. Certains d'entre vous me connaissent en tant que consultante RSE au sein du cabinet Virtuel que j'ai fondé en 2008 et qui accompagne des ETI et PME du territoire. Et en tout cas, je suis ravie d'être avec vous ce matin et de co-animer cette matinale dans le cadre du partenariat IFA-NAPF. Très bien, merci Cécile. Donc moi-même, Laurent Lécole, je suis directeur général des fonderies Le Maire et De Joie. Et je co-préside avec Anne Blanche la commission gouvernance au sein d'NAPF. Anne, qui aurait dû être à ma place pour animer ce matin, mais qui, hélas, avait un empêchement, et que je tiens tout particulièrement à remercier pour avoir contribué à la préparation de ce petit déjeuner du document. Je propose de passer la parole à Marie-Vonne maintenant pour se présenter. Elle est en salle d'attente. Ah. Denis alors. Denis, qu'elle se reconnecte. Écoutez, bonjour, je vais prendre la parole. Donc, je suis Denis Mort, je suis le dirigeant avec mon associé Tony Le Savre de CEPAMAT. CEPAMAT est une entreprise familiale qui développe des solutions de mobilité automobile et de plus en plus au service d'une utilisation un peu plus raisonnée de la voiture individuelle. CEPAMAT, c'est aujourd'hui 250 collaborateurs, 65 implantations en région atlantique, dont 35 en propre. Avant crise, nous réalisions 55 millions d'euros de revenus autour de 3 activités. Donc, ce sont
la location de véhicules sous les marques européennes et Lopeco, l'autopartage avec Marguerite Nantes et Mobilicar pour les entreprises, et puis un certain nombre de services de gestion de flotte, carrosserie, transport, évaluation de dommages. Alors, on opère sur un marché de la mobilité qui connaît une transformation incroyable. D'abord face aux enjeux environnementaux, face à des contraintes énormes qui pèsent sur les constructeurs automobiles, mais aussi sur les propriétaires de flotte, et puis une évolution progressive mais encore assez lente des comportements. Et donc notre gouvernance, nous l'avons faite évoluer pour la mettre au service de la transformation de nos métiers, de la performance, parce qu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel, et de la préparation de l'avenir, parce que nous sommes engagés dans un projet de transmission familiale de l'entreprise. Donc, les principaux organes de la gouvernance, c'est d'abord une association de nos deux familles pour partager la vision et préparer l'avenir. C'est un comité stratégique constitué de personnes extérieures à l'entreprise, à la fois des experts métiers, des experts des nouveaux usages, et puis des dirigeants plutôt en dehors de notre univers. Un que dire qui se compose de 8 personnes qui couvrent tous les pans de notre organisation, qui est là pour fixer le cap, pour décider et pour piloter. Un copil autour de notre plan d'action annuel, qui est là pour animer nos responsables de processus et donner du rythme à nos actions. Et puis enfin, dans le cadre d'un organigramme très plat chez nous, une communauté de managers qui sont des gens qui agissent en délégation et qui sont là pour réagir, pour recadrer un peu le que dire, pour déployer et pour délivrer. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots. Merci Denis. Marie-Vonne, peut-être, est-ce qu'on peut afficher les slides qui correspondent, s'il vous plaît? Slide 5 pour Marie-Vonne. Ah, sur 4, pardon. Marie-Vonne? Votre micro, Marie-Vonne. J'ai l'impression que Marie-Vonne a des problèmes de connexion, elle est ressortie de la salle. Donc je vous propose de continuer et puis on lui redonnera la parole quand elle se reconnectera. Très bien. Voilà, le principe donc de notre petit déjeuner, c'est qu'on va vous proposer en présentation. Allô, oui. En présentation assez rapide, en fait, des petits webinaires qu'on a organisés au niveau de la commission gouvernance en interviewant un certain nombre de chefs d'entreprise. Donc, depuis le mois de septembre dernier, on en a à peu près interrogé une dizaine. Laurent, excuse-moi, je t'interromps. Marie-Vonne est revenue, donc si on peut peut-être lui redonner la parole. D'accord. Marie-Vonne. Alors, pourtant, je la vois. Elle est bien présente, mais elle a un micro coupé. Marie-Vonne, il faut réactiver ton micro. Ah. Bon, il faut poursuivre, Laurent, parce que sinon, on ne va pas y aller. Ouais, donc on doit avoir deux témoins. Donc, Denis a déjà présenté son entreprise et Marie-Vonne devait aussi faire de même pour la sienne. Et donc, l'idée, c'est après chaque petite présentation de 4 webinaires que nous avons retenus, on fera réagir Denis et Marie-Vonne en espérant qu'on puisse la retrouver sur un petit peu comment ils interprètent et comment ça se fait appliquer dans leur contexte plus particulier. Donc, si Marie-Vonne n'est toujours pas revenue,
peut-être passer à la présentation de Olivier de la Chavannerie. Ah, Oui, Marie-Vonne vient de quitter la réunion, elle se reconnecte. Donc, on va la faire entrer. Marie-Vonne, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, on va commencer. Laurent, à vous. Ouais, ça marche. Donc, je reprends la main. Olivier de la Chavannerie, donc, qui est président du groupe Sigmatel. Donc, Sigmatel, pour repositionner un petit peu comment dire, la société, c'est une entreprise de courant faible et courant fort. Donc, environ 350 personnes, 12 agences, principalement réparties sur le Grand Ouest et l'Île-de-France. Donc, Olivier est également président du réseau Entreprendre. Alors, c'est un point, j'insiste un petit peu sur cet aspect-là. On le verra avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Bien souvent, ils n'ont pas que leurs fonctions dans leurs entreprises, ils ont souvent aussi des responsabilités, on va dire, dans la société civile d'une manière générale. Donc, on va regarder un petit peu comment s'organise Olivier autour de sa gouvernance. Page suivante. L'écran est devenu noir, je ne sais pas pourquoi. Et je suis à nouveau présente. Voilà. Le gros Marie-Vonne, on va juste terminer l'interview d'Olivier de la Chavannerie. On vous passe la parole juste après. Merci. Ça marche. Gros point clé d'Olivier de la Chavannerie pour faire simple et qu'on puisse retrouver Marie-Vonne, c'est la séparation des pouvoirs, donc entre le pouvoir souverain, donc de l'actionnaire, le pouvoir exécutif du dirigeant et le pouvoir de surveillance qui peut se traduire au travers d'un conseil d'administration ou un comité de suivi ou comité stratégique. Donc, si on peut continuer sur le slide. Bon, là, on en a sauté quelques-uns. Non, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas après. Voilà. Donc, on retrouve ce que je viens de dire. Donc, avec un président qui est non exécutif, on y reviendra tout à l'heure sur cette séparation des pouvoirs. Un DG qui est entouré d'un CODIR, bon, ça c'est assez classique. Et effectivement, un conseil stratégique qui sert de pouvoir de surveillance qui est composé d'anciens dirigeants ou de dirigeants extérieurs au groupe. Donc, si on peut passer au petit verbatim d'Olivier. Voilà, ça nous a semblé intéressant de témoigner avec directement les propos de nos chefs d'entreprise. Donc, les trois pouvoirs sont bien séparés chez Sigmatel et exercés par des personnes différentes. Le principe de subsidiarité suppose que l'on fasse 100% confiance à ses collaborateurs pour prendre les décisions nécessaires à l'atteinte des objectifs définis ensemble. On leur donne les clés, on les laisse faire. C'est un fonctionnement difficile à tenir dans le temps, car souvent on peut se dire qu'on aurait peut-être mieux fait autrement. Mais si j'ai décidé d'adopter le principe de subsidiarité, je dois en prendre soin et ne pas reprendre la main au moindre problème. Donc là, le témoignage d'Olivier est assez intéressant parce qu'il est allé jusqu'au bout sur une véritable séparation des pouvoirs qu'on retrouve dans très peu d'entreprises. Avec les difficultés, c'est que le naturel revient au galop et l'envie de remettre la main à la pâte, comme on dit. Donc, les enjeux pour Sigmatel, c'était de faire comprendre l'organisation mise en place auprès des managers de filiales. Hein, donc, c'est quand même une assez grosse entreprise, une belle ETI de 350 personnes. De recruter meilleur que soi, donc tout un état d'esprit quand même un petit peu particulier. Et les changements induits, ça a été ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était de renforcer la séparation des pouvoirs. Donc, les points clés qu'on a retenus, nous, au niveau des NAPF, c'est l'équilibre des trois pouvoirs et la base d'une bonne gouvernance. Olivier de la Chavannerie a poussé sa mise en œuvre jusqu'à séparer physiquement ces trois pouvoirs. Et cette séparation des trois pouvoirs, dans certaines entreprises, on peut aussi la matérialiser par une charte écrite qui définit très précisément les rôles de chacun. Voilà, je repasse la parole à Marie-Vonne. Oui, bonjour, vous m'entendez bien maintenant? Très bien. Donc Marie-Vonne, merci de vous présenter et de présenter votre entreprise et puis de rebondir finalement sur ce témoignage. Bonjour, donc OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie
qui développe des nouveaux médicaments dans le domaine de l'immunothérapie. Un mot sur l'histoire. En fait, compte, la société Effimune avait été créée en 2007, une spin-off du centre de transplantation de Nantes. Et nous avons fusionné en 2016 avec Osé Pharma pour devenir immunothérapeutique. Donc aujourd'hui, nous sommes une société avec 70 personnes. Le siège social est à Nantes et nous avons un établissement à Paris. Et nous avons donc plusieurs produits en phase de développement, de la recherche et développement jusqu'en phase 3, juste avant d'aller sur le marché. Comme vous le savez, développer des nouveaux médicaments demande beaucoup de temps, environ 15 ans, donc 10 à 15 ans, et c'est toujours très long. Donc nous avons un produit pour le cancer du poumon en phase 3 et on a beaucoup parlé de nous ces derniers temps puisque nous avons un vaccin en développement que nous avons lancé l'année dernière, et ce vaccin contre le Covid il entre en clinique, c'est-à-dire en essai clinique maintenant. Là, nous avons l'autorisation pour entrer en phase clinique. Donc, un beau pipe. Ensuite, en ce qui concerne la gouvernance de la société, effectivement, elle a beaucoup évolué puisque nous sommes passés d'une SAS à une société cotée sur Euronext. Donc, la société maintenant répond au code de gouvernance Middle Next avec c'est une société anonyme avec un président, président et un directeur général. Et nous sommes structurés au niveau du conseil d'administration que nous réunissons environ tous les 2 mois avec des administrateurs indépendants, des actionnaires historiques, ceux qui ont créé la société. Donc, moi, je suis vice-présidente. Dominique Constantini, la présidente, est une fondatrice de OSE. Nous avons un représentant du personnel. Et ce conseil d'administration est très actif et participe activement à la stratégie de l'entreprise. Par ailleurs, nous avons un comité d'audit obligatoire dans le cadre du code Middle Next et un comité de nomination, rémunération qui se réunit régulièrement durant l'année. Par ailleurs, donc, nous avons des comités, nous avons modifié la gouvernance. En fait, la gouvernance bouge sans arrêt en fonction de l'évolution de la société qui a pratiquement doublé le nombre de personnes en 2 ans, et même pas. Et donc, nous avons des comités de direction et des comités d'information pour bien impliquer tout le personnel dans l'évolution de l'entreprise. Voilà, je crois que c'est les éléments principaux et je répondrai à vos questions si nécessaire. Très bien. Denis ou Maryvonne, souhaitez-vous réagir sur la séparation des pouvoirs telle qu'expliquée par Olivier de la Chevannerie du groupe Sigmatel? Je veux bien m'y risquer. Je ne suis pas un expert de la gouvernance, hein, puis c'est toujours difficile de parler des autres, mais je me reconnais assez bien dans l'organisation de gouvernance qu'a mise en place Olivier dans son entreprise. Trois réflexions peut-être. Cette gouvernance, elle me semble d'abord adaptée à la fois au projet de l'entreprise et à celui de son dirigeant fondateur. L'entreprise, on sent qu'elle mène une croissance externe assez rapide, hein, avec l'idée de fédérer des PME pour en faire un groupe reconnu. C'est un projet qui est exigeant, qui nécessite de recruter, d'animer, d'aligner des hommes clés. Et puis côté actionnaire, on connaît tous l'engagement d'Olivier, notamment avec la présidence de Réseau Entreprendre, et sa volonté de se désengager de l'exécutif, mais tout en conservant le contrôle de son groupe et en se faisant challenger par des regards extérieurs auxquels il donne même un pouvoir de contrôle, hein, dans son comité stratégique. Donc voilà, c'est une gouvernance qui me semble adaptée. Après, c'est une gouvernance qui est assez exigeante parce que pour le vivre moi-même, il y a un besoin d'équilibre, hein, et d'alignement des différents organes de cette gouvernance. Et
qui doit être Mais j'ai un Costrat de vérifié. matin, mais je peux, oui. Monsieur, mais ça va. Le 11. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a pris le micro. Est-ce que vous pouvez couper vos micros pour laisser les intervenants s'exprimer, s'il vous plaît? Voilà, et sans doute en posant des échéances pour renouveler les mandats ou pas. Alors l'actionnaire est souverain, mais comment est-ce qu'on organise tout ça? Et puis pour le dirigeant fondateur qui est Olivier, et il l'exprime d'ailleurs, hein, c'est difficile de rester à sa place pour ne pas créer de confusion auprès des équipes, mais aussi auprès des autres parties prenantes que sont les clients, les partenaires, les financeurs de l'entreprise, et puis accepter l'idée que les autres puissent faire différemment. Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'exigences dans ce modèle-là. Et puis enfin, peut-être une dernière réflexion, c'est que c'est une gouvernance qui est nécessairement évolutive. Hein, on comprend bien qu'elle répond au contexte actuel de Sigmatel, mais qu'en même temps, il est à peu près évident qu'elle devra évoluer à l'avenir. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on prépare le coup d'après? Sans doute une question que doit se poser notre ami Olivier. Merci Denis de cet échange. Peut-être qu'on avance, Laurent? Oui, bien sûr, on va. Okay. Tu peux continuer à prendre la parole sur Elena. Très bien. Donc l'interview suivant qu'on a réalisé, c'est celui de Flavie Laure, qui est une administratrice indépendante au sein du groupe LNA Santé depuis 2017. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le groupe LNA Santé, c'est une société cotée sur Euronext, 6700 salariés, 74 établissements de santé. Alors on est toujours dans la santé avec immunothérapie. Les activités sont donc des établissements sanitaires, hein, soins de suite et de réadaptation, cliniques psychiatriques, hospitalisation à domicile et des établissements médico-sociaux et depuis peu des crèches. Avec le lien intergénérationnel, ça donne du sens. Donc dans l'entretien avec Flavie Laure, on lui avait demandé finalement qu'est-ce qui permettait de concilier court et long terme dans la gouvernance. Alors peut-être d'abord revenir sur les instances de gouvernance au sein de LNA Santé. Donc un conseil d'administration qui est mensuel, donc ce qui est quand même à noter puisque c'est une fréquence élevée. 16 administrateurs dont 5 indépendants, un comité d'audit, un comité stratégique, un comité de rémunération et nomination et bien sûr qui travaille avec un COMEX pour le pilotage opérationnel. Et donc, en discutant avec Flavie Laure, on a retenu ceci. Au sein du groupe LNA, les facteurs clés pour un bon fonctionnement de la gouvernance sont pour moi la fréquence des conseils d'administration, qui est un facteur important dans la performance et dans l'implantation de la stratégie d'entreprise, l'utilisation de nouvelles technologies, de solutions numériques qui nous permettent d'être très réactifs malgré le contexte de pandémie et la diversité des membres du conseil qui permet à l'entreprise d'avoir un panel de compétences, d'expertise et de savoir-faire variés. Elle a accès à des aptitudes nouvelles qui enrichissent les discussions, les réflexions et les analyses des séances du conseil. Donc bien sûr, hein, pour le groupe LNA Santé, hein, il y a des enjeux de court terme qui étaient la gestion de situations sanitaires Covid dans les établissements et tout en accompagnant finalement l'évolution des besoins de soins avec une forte augmentation du soin à domicile dans le cadre de la crise Covid. Et en fait, il faut aller concilier ces enjeux de court terme et les enjeux de long terme qui sont toujours l'adéquation de la structure immobilière et des besoins d'exploitation des établissements, d'une part, et puis adapter l'offre qualitative et quantitative au vieillissement et autres enjeux sociétaux, hein, de santé de la population. Les points qu'on a retenus dans cet entretien, hein, qui est évidemment très riche, vous pouvez l'imaginer, c'est l'apport évidemment des administrateurs indépendants, la diversité des profils et compétences dans la composition du conseil d'administration. Et puis ce dernier point, hein, d'une information régulière des administrateurs. Ces deux aspects, enfin ces trois aspects font d'ailleurs l'objet de 2 des 5 recommandations du livre blanc ECODA-IFA pour accélérer la croissance durable et renforcer la compétitivité en Europe.
Je vous les cite. Promouvoir la compétence, l'indépendance et la diversité du conseil ainsi que celle du comité de direction et encourager une collaboration plus efficace entre conseil et comité de direction. Donc, ce qui rejoint un petit peu le point précédent également, de séparation des pouvoirs. On voit bien que dans la crise, voilà, la direction est à plus de 60% dans l'opérationnel, là où les administrateurs, et notamment les administrateurs indépendants, aident à cela, à prendre du recul pour garder un cap de long terme dans ce contexte. Peut-être, Maryvonne, pourriez-vous réagir sur ces éléments, puisque vous avez également des administrateurs indépendants. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je vois la gouvernance d'Elena Santé, elle est assez proche de la gouvernance d'Osez Immunotherapeutics. Alors peut-être parce qu'effectivement, on est dans des domaines de santé qui évoluent beaucoup, surtout en ce moment. Et il est important, effectivement, d'avoir des administrateurs indépendants qui vont peut-être donner un regard un peu plus ouvert par rapport aux technologies, aux nouvelles technologies qui doivent être développées, prendre du recul par rapport à l'opérationnel, qui a toujours la tête dans le guidon pour répondre aux objectifs des programmes, des réglementaires, etc. En plus, je pense que c'est vraiment, ça donne un souffle au conseil d'administration qui est un peu très, très focalisé sur l'opérationnel. Au conseil de direction, oui. Voilà, au conseil de direction. Et je pense que c'est vraiment un élément clé. Et même, bon, c'est obligatoire pour les sociétés cotées d'avoir des administrateurs indépendants, mais pour une société non cotée, c'est vrai que je conseillerais aussi d'avoir ces administrateurs indépendants qui apportent quelque part peut-être une certaine naïveté dans notre mais professionnel, dans la gouvernance. Voilà. Oui, ou de se doter d'un conseil stratégique, c'est ça qui permet peut-être de prendre du recul voilà. avec des personnes extérieures. Souvent, oui, soit on a un conseil d'entretien qui va conforter tout ça, et si on ne l'a pas, c'est les administrateurs qui vont compléter. Merci. Voilà. Laurent, je vous repasse la parole. Parfait, on va passer. On change un petit peu d'environnement avec le groupe Marc et Betty, parce que là, on est vraiment dans une toute petite entreprise, PME, PMI, 30 salariés. Donc, avec Betty et avec mon frère Marc, ils en sont effectivement les patrons. Là aussi, je note que Betty est également membre du conseil d'administration de l'association, d'une banque régionale, et également elle est aux dirigeants responsables de l'Ouest. Encore une fois, ouverture sur l'extérieur et sur la société civile. On peut passer je vais aller assez vite parce que je vois qu'on a pris pas mal de retard. Voilà. Donc, une gouvernance assez classique, mais quand même assez structurée quand même pour une entreprise de 30 personnes. Donc, il y a les deux co-dirigeants, effectivement, le frère et la sœur. Il y a quand même un comité stratégique composé de 5 dirigeants extérieurs au groupe. Je peux d'autant mieux en parler, c'est quand même pas très fréquent dans une entreprise de cette taille-là. Et également une ouverture avec un séminaire d'entreprise 2 fois par an, voilà, où on essaye d'associer l'ensemble des salariés et également, comme elle le note, avec conjoints et enfants. Alors, point particulier de la crise, bon, vous imaginez, c'est Marc et Betty, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai oublié de le dire, c'est tout ce qui entoure la pause dans l'entreprise, donc des petits pains au chocolat, distributeurs automatiques, mais également, on va dire pour le bien du corps, une fois qu'on a pris le petit pain au chocolat, il faut faire un peu de fitness. Donc, c'est leurs trois activités. Vous imaginez qu'avec la crise Covid, tout s'est un peu arrêté. Et en fait, Betty s'est beaucoup appuyée sur les salariés, qu'elle a beaucoup plus impliqué dans la gouvernance. C'est une sorte de chemin où entre il y a des salariés qui exécutent ou il y a des salariés qui décident complètement de la gouvernance. Ils sont dans un entre-deux qui lui a permis de pas rester, de pas avoir le fameux isolement du dirigeant. Donc, comme elle dit, j'ai besoin de m'entourer, je ne sais pas faire tout seul, je me sens le devoir de rendre compte des résultats passés et des projets à venir. Ça s'appelle la gouvernance.
s'il donne de la visibilité, c'est que moi aussi, j'y vois clair. C'est comme ça qu'on a la confiance des salariés. Quelle que soit l'entreprise, le dirigeant a besoin de regards différents, de gens qui parlent vrai et osent déranger aussi. Voilà, page suivante. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est pour résumer cette page que j'ai déjà un petit peu évoquée, comment dire, la démarche de Betty, ça a été comme il l'indique, une façon astucieuse de faire face à la pression subie par les dirigeants qui doivent toujours savoir quoi faire et quoi décider, quelle que soit la tempête qu'ils affrontent. Cette solution était possible grâce à un chemin d'acceptation, accepter de ne pas être parfait, de ne pas être la superwoman comme elle l'avait évoqué, et de prendre la mission d'oser, de tenter d'expérimenter, ce qu'elle a fait en s'appuyant également sur des salariés, puisqu'elle a monté des sortes de réflexions thématiques pour réincorporer les salariés, puis réimaginer le marketing d'après Covid. Voilà, donc une structure vraiment familiale. Bon, je pense que Denis, c'est une structure beaucoup plus petite que la tienne quand même, mais peut-être que tu retrouves des choses sur cette démarche avec les salariés. Ton micro, Denis. Excusez-moi. Non, je disais que j'aime beaucoup le dynamisme et l'énergie de Betty et la démarche qu'elle a entreprise. Alors peut-être deux réflexions, c'est que on voit bien que la gouvernance, c'est pas une question de taille d'entreprise, hein, et qu'au fond, quelle que soit sa taille, eh ben, l'entreprise, elle doit se poser la question de l'organisation de sa gouvernance. Je suis aussi convaincu que pour progresser, être performant, le dirigeant, il doit surtout pas rester seul, qu'il a besoin de se faire challenger. Alors, il peut le faire à titre personnel ou dans le cadre des cercles auxquels il appartient. Je pense au CJD, à l'APM que nous connaissons tous, hein, mais que ça suffit pas pour faire une gouvernance qui, pour être efficace, doit être un peu officielle et exigeante. Alors, je trouve que le comité stratégique, c'est un formidable outil, mais qu'il faut vraiment le doter de prérogatives, de règles et de vrais pouvoirs. Et puis, sur la lettre de mission qu'on lui donne, je pense qu'il ne faut pas le faire travailler sur les résultats passés, mais plutôt sur des questions pour l'avenir, que le comité stratégique qui doit comprendre un peu les points de souffrance du dirigeant pour l'aider à aller vers du mieux, et puis qu'il soit, j'ai envie de dire, bienveillant dans la difficulté, mais et exigeant quand tout va bien. Voilà. Donc c'est un peu mes réactions par rapport au comité stratégique que Betty ma deuxième réflexion, c'est que le gouvernance, c'est une affaire de personne. C'est-à-dire que elle est façonnée par le dirigeant entrepreneur en fonction de ce qu'il est, de son histoire, de ses besoins. Et pour Betty, elle l'exprime, hein, c'est je ne veux pas rester seul, hein, je veux être mise en cause. Et puis surtout, je veux associer et rassurer mes équipes, hein, que j'associe largement. Alors, juste une petite réflexion personnelle, c'est aussi peut-être d'expérience, hein, mais en tout cas un point de vigilance sur le management collaboratif, c'est qu'il faut qu'on accepte tous, quand on se met dans cette démarche, que tous nos collaborateurs ne soient pas prêts à suivre, hein, et en tout cas, il y a une population importante dans nos entreprises, c'est la part des collaborateurs qui sont vraiment des tireurs, hein, des gens qui aident à faire progresser l'entreprise, et c'est ceux-là qu'il faut absolument protéger, encourager pour convaincre ceux qui le sont moins de se raccrocher au projet et d'aider à le faire progresser. Très bien, merci Denis. Cécile, je te propose de poursuivre. Pardon, mon micro est coupé.
Oui, on va continuer à parler d'ouverture de la gouvernance là avec le groupe CETI et l'interview de François Guérin, qui est directeur général depuis 2010. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas CETI, encore une fois, c'est une ETI de 1300 collaborateurs avec 7 usines et un réseau de 15 agences en business to consumer pour la rénovation énergétique avec 3 métiers, les portes, les fenêtres et les systèmes photovoltaïques. Et s'agissant des instances de gouvernance de CETI, voilà, donc un comité stratégique avec des personnalités indépendantes, un comité d'information et d'orientation avec les parties prenantes au capital, un COMEX qui, comme pour les autres, gère le pilotage opérationnel et un CODEM de 45 managers. Et CETI avait pris depuis quelque temps déjà, puisque c'était déjà sous la présidence de Yann Rolland, l'orientation d'une RSE au cœur de la gouvernance, une RSE qui donne du sens et qui soit facteur de cohésion pour les équipes et les parties prenantes en général. Et dans l'entretien avec François Guérin, il nous dit la chose suivante: la crise actuelle ne fait qu'accélérer les mutations qui s'amorçaient et conforte le groupe CETI dans ses réflexions engagées sur la raison d'être et la mission de l'entreprise. C'est une façon d'ancrer l'entreprise au service d'une économie responsable. Au-delà des enjeux sociaux et environnementaux, la raison d'être nécessite de définir des engagements. C'est l'ensemble raison d'être-engagement qui définit la mission du groupe. Nos choix vont aussi se traduire par une évolution des instances de gouvernance avec une présence plus forte, il y a un affichage en plein milieu, une présence plus forte des salariés, notamment dans le comité de mission. Donc l'enjeu, évidemment, pour le groupe CETI, qui avait cette stratégie RSE depuis longtemps, c'était finalement de continuer à se différencier, puisque la loi Pacte de mai 2019 donnait simplement, change la définition de l'entreprise, puisque avant il y avait simplement un objet licite, être constitué dans l'intérêt de ses associés à celle dans celle des associés, pardon. Et on doit passer à la nouvelle définition qui intègre la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité dans la gestion et la prise en compte de l'intérêt social et plus uniquement dans l'intérêt des associés. Donc ça, le groupe CETI et François Guérin veulent en faire quelque chose de positif, le positiver en devenant cette fois entreprise à mission. Donc pour l'intégration des enjeux sociétaux, on n'a pas nécessairement nécessité à passer en entreprise à mission, mais c'est leur choix de différenciation. Et donc, dans ce cadre, outre la raison d'être et la mission, il convient de définir des engagements, et donc c'est ces engagements qui vont constituer la mission. Et cela va aussi se traduire par une évolution des instances de gouvernance, à articuler finalement autour du nouveau comité qui est créé dans le cadre du passage en entreprise à mission, qui est le comité d'impact et de surveillance pour s'agissant de CETI. Donc les points clés qu'on a retenus dans cet entretien, bien sûr, et qui peuvent être finalement adoptés indépendamment du fait de devenir entreprise à mission, c'est de définir une raison d'être en lien avec la société, de définir des engagements, et là, ça crée la mission pour l'entreprise si on veut devenir entreprise à mission, d'ouvrir la gouvernance aux parties prenantes et donc aux salariés. Aussi, on peut le faire en amont et notamment intégrer des administrateurs salariés au conseil d'administration et mettre en place un comité de mission, donc, avec des parties prenantes et intégrant les salariés et articuler l'ensemble avec les autres instances de gouvernance. La différence, évidemment, en devenant entreprise à mission, c'est l'opposabilité juridique de la mission, et donc c'est encore plus engageant et plus crédible. Alors, à noter peut-être que parmi ces 4 entretiens, on a finalement 3 dirigeants responsables de l'Ouest. Est-ce un hasard? Je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, cet entretien, cette interview vient finalement rebondir avec la 3e recommandation du livre blanc ECODA-IFA, s'engager à faire des critères RSE ou des critères ESG, environnement, social, sociétal et gouvernance, un avantage concurrentiel et stratégique. Voilà. Peut-être une réaction, Denis ou Maryvonne, sur l'intégration des critères ESG ou plus globalement des enjeux sociétaux de long terme finalement dans la gouvernance. Oui, je pense que
comme on l'a beaucoup dit tout à l'heure, c'est qu'une gouvernance est évolutive en fonction de la dimension de la société, de l'environnement. Hein. Quand on la voit avec le Covid, là, on a été effectivement obligé peut-être de faire bouger un peu notre gouvernance. Et très important, à un certain stade, de faire évoluer cette gouvernance en intégrant les salariés et pour que toutes les équipes soient vraiment confiants dans la mission que nous souhaitons conduire, quoi, voilà. Et bon, je crois que c'est important de l'intégrer dans la gouvernance de la société dès qu'on le peut aussi, oui. Voilà, enfin, c'est assez bref. Et je ne sais pas si Denis a quelque chose à rajouter. Moi, je partage ces convictions. L'entreprise s'est engagée dans une démarche RSE avec une labellisation UCI qui est assez exigeante. Tout ça, ça repose sur l'idée que un développement pérenne, durable de l'entreprise doit s'appuyer sur des pratiques responsables. Après, c'est un chemin sur lequel on s'engage avec nos équipes, parce que c'est pas qu'un sujet de dirigeants, il faut que ce soit largement partagé. Et je pense que notre ami François, dans l'alphabet, il est déjà à la lettre Y, là où d'autres sont encore à la lettre B ou C, quoi. Donc, je trouve ça remarquable. Je trouve ça remarquable et je suis très intéressé de continuer d'échanger avec lui sur ce chemin. Très bien, merci pour vos deux commentaires et deux témoignages. Ce que je te propose, c'est peut-être passer aux questions de chat, parce qu'il y en a quelques-unes. Oui, tout à fait. Alors, on peut peut-être juste conclure déjà un petit peu cette table ronde en se disant finalement une gouvernance agile pour concilier court et long terme. Qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit séparer, articuler les pouvoirs dans une collaboration efficace et proche. Hein. On a dit diversité et indépendance des conseils. On a dit prise en considération des enjeux ESG, ce qui pose la question de l'intégration des salariés dans la gouvernance et voir l'ouverture aux parties prenantes plus largement, ce qui sont des questions qui se posent. Et effectivement, on propose de rebondir avec les questions. Oui, alors il y a peut-être une première question très pratique. Comment recrute-t-on? Et les réponses ne sont peut-être pas les mêmes en fonction des différentes entreprises. Comment recruter des administrateurs indépendants? Peut-être Cécile, sur cette question, ou un exemple concret avec Denis? Alors, pour recruter des administrateurs indépendants, il faut probablement déjà se poser la question de quelles compétences on peut avoir besoin pour élargir le conseil, compétences, profil, hein, puisqu'on pense bien sûr à la parité femmes-hommes, mais pas seulement, aussi ouvrir peut-être un peu plus également vers des jeunes, avoir globalement une représentativité de la diversité de la société si c'est pertinent pour l'entreprise. Et alors c'est vrai que on peut se poser la question de l'expertise et de la compétence dont le conseil a besoin de s'entourer, mais il faut aussi s'assurer que les profils sont des personnes qui vont pouvoir être en position d'écoute finalement et d'enrichissement, et non pas juste en expertise que l'on juxtapose les unes à côté des autres, parce que sinon effectivement ça ne ferait pas collégialité en fait dans le conseil. Voilà les premiers éléments que je peux apporter. On peut peut-être compléter, Cécile, en disant que des organismes comme l'IFA ou APIA sont capables de sélectionner en fonction du cahier des charges de chaque entreprise des candidats. Tout à fait. On a une bourse au mandat. Voilà, c'était un peu la question, hein, comment les identifie-t-on? On peut également citer les expériences de la place financière, où il y a 2 ans, nous avions organisé des rencontres entre des candidats administrateurs et des entreprises.
et LNA en a du reste bénéficié. Exactement, c'est comme ça que les administrateurs indépendants de LNA ont été détectés, effectivement, Voilà. grâce à ce carrefour de la gouvernance qu'on avait organisé entre l'IFA et NAPF, tout à fait. Une autre question peut-être un peu plus générale qui touche au droit à l'erreur, je l'interprète cette question sous deux axes. Droit à l'erreur en termes de recrutement précisément des administrateurs, peut-être qu'on peut se tromper, comment on fait, et peut-être droit à l'erreur en termes de gouvernance, équilibre des pouvoirs entre les administrateurs et les équipes de direction. Peut-être Denis sur cette question? Oui, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsqu'on met en place des organes de gouvernance, il faut poser des règles. Et la première d'entre elles, c'est de régulièrement se réinterroger sur voilà, l'efficacité de la relation qui se met en place et puis fixer des mandats courts, quoi. À un moment donné, je pense il faut savoir remettre en cause les membres de la gouvernance. Ce n'est pas parce qu'on rentre en tant que ce soit au sein d'un CODIR, au sein d'un comité stratégique ou au sein d'un conseil d'administration, il y a un début, il peut y avoir une fin, mais je trouve qu'il faut que ce soit acté dès le départ et que tout le monde se sente à l'aise avec ça, parce que ce qui compte, c'est l'intérêt de l'entreprise, évidemment. Je peux peut-être ajouter quelque chose, si vous m'entendez. Très bien. Je pense que moi je l'ai vécu dans des sociétés, parce que je suis administrateur de plusieurs sociétés, c'est que nous avons mis en place un règlement du conseil d'administration et d'évaluation du conseil d'administration. Et je pense que c'est très bien, parce qu'effectivement, c'est toujours très difficile de dire à tel administrateur, on n'est pas content et maintenant tu dois partir. Et à partir du moment où on a défini les règles dès le départ, avec une évaluation annuelle du fonctionnement du conseil, eh bien, quand il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre, eh bien, c'est plus facile de régler le problème. Voilà. Peut-être Philippe, si tu me permets un petit complément de témoignage par rapport aux travaux de la commission gouvernance. Faut bien entendre qu'il n'y a pas une gouvernance qui est gravée dans le marbre et qui sera applicable à toutes les entreprises. On l'a vu au travers de nos deux témoins et puis des 4 témoignages qu'on a retranscrits avec Cécile. C'est un peu à chaque entreprise de trouver son chemin de gouvernance, mais d'être aussi capable de la faire évoluer dans le temps et justement à partir des erreurs. Et là, je pense que j'en rejoins je le dis d'autant mieux que j'en ai pas chez Fonderie Le Maire. L'administrateur indépendant peut être vraiment important pour justement faire cette remise en question et se faire rechallenger, y compris lui-même qui peut-être ne restera que 2 ou 3 ans dans l'entreprise et il y aura un autre administrateur qui pourra venir. Alors, dans le prolongement de cette remarque, j'ai une question qui touche justement au profil de l'administrateur. Comment est-ce qu'on l'aligne avec la stratégie qui a pu être définie préalablement? Est-ce qu'il faut complémentarité de consanguinité par rapport aux autres administrateurs? Comment est-ce qu'on évalue cet équilibre? Je ne sais pas si c'est Laurent ou Maryvonne ou Cécile qui veulent répondre à la question. Je vous laisse la main. Juste un commentaire, nous, dans notre société, on a beaucoup joué la complémentarité. Voilà, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un équilibre dans le conseil, surtout au niveau des indépendants, de ne pas avoir que effectivement des experts scientifiques ou des cliniciens, etc. Donc, on a des gens du business, plus liés au business développement, plus liés à l'international, et essayer d'avoir cet équilibre pour avoir au sein du conseil. Et aussi par rapport aux fondateurs et l'expertise des fondateurs.
Bon, je pense qu'on arrive à peu près au terme de notre petit déjeuner. Cécile ou Laurent, peut-être un mot avant de conclure. Et comme on le disait, si certains veulent rester quelques minutes de plus, on peut rester à leur disposition. Oui, bah, merci Philippe. Cécile, peut-être tu veux rajouter un mot sur l'ensemble comment dire, du petit déjeuner? Alors, je l'ai déjà un peu fait juste avant. Je voudrais d'abord remercier Denis et Maryvonne pour les témoignages et c'est pas facile dans ce contexte à distance, mais effectivement, moi je vous invite quand même à consulter le livre blanc ECODA IFA qui vient de sortir en mars sur les 5 leviers pour accélérer la croissance durable et renforcer la compétitivité en Europe. Et c'est vraiment très lié à tout ce qu'on vient d'échanger sur les questionnements à se poser. Et je rejoins complètement Laurent en disant, en fait, chaque gouvernance, chaque entreprise doit adapter sa gouvernance, se poser la question de ce court terme et long terme, comment on fait pour ne pas être le nez dans le guidon et comment on fait pour garder du souffle. Voilà, et ça c'est possible même dans une PME en fait, bien évidemment. Voilà. Très bien. Philippe, je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Si certains d'entre vous souhaitent poursuivre quelques instants, vous pouvez lever la main sur votre barre de contrôle en haut de l'écran. Sinon, écoutez, on sera heureux de vous retrouver pour nos prochains rendez-vous. Web interview à nouveau sur la gouvernance avec l'actuel président du directoire des Riches, Benoît Hainaut. Un petit déjeuner le 4 juin. Et puis la suite après l'été, 24 septembre, 15 octobre, en espérant bien évidemment que nous aurons le plaisir de nous retrouver physiquement de manière à avoir des contacts plus faciles et éviter quelques petits problèmes techniques. Voilà, merci à toutes, merci à tous pour votre fidélité. Bon week-end et puis à très bientôt. Au revoir, Merci, bon au week-end, revoir. au revoir.